Alors bonsoir tout le monde. Bienvenue de nouveau dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Je reçois aujourd'hui Audrey Dudouis, coach ayurvédique. Bonsoir Audrey. Bonsoir tout le Comment monde. vas-tu? Comment Ça va ça super. va? Ouais, très très bien. Super, Je suis super. contente d'être là. Alors, super. Ben, nous aussi, on est content que tu sois là, parce que tu vas nous parler Ouais, de quelque chose que moi je connais déjà un peu, hein, l'Ayurveda. Je sais que ça vient de l'Inde, que c'est une ouais, pratique holistique c'est ça. et c'est une pratique qui va nous permettre Mhm. de rebooster notre énergie et notre immunité. Et c'est une pratique, je pense, à faire au quotidien. Et c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Donc, écoute, à la fin de cette conférence, tu proposeras des ateliers pour Oui. aller plus loin. Mhm. Mais avant tout ça, avant qu'on déroule notre conférence, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire comment tu es, par exemple, arrivé à l'Ayurveda? D'accord, avec plaisir. Alors, Merci. déjà, bonsoir tout le monde. Hortense vous l'a dit, donc je m'appelle Audrey Dudouis. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai travaillé longtemps en fait en entreprise et en fait j'ai commencé à développer des problèmes de santé. Donc des problèmes de santé, mais pour lesquels je n'avais pas forcément de questionnement en fait. J'étais dans un grand groupe en fait, donc j'habite le nord de la France, à Lille précisément, et j'ai commencé à développer ces problèmes de santé, notamment des ulcères à l'estomac. Donc ça a commencé comme ça, mais aussi des gros problèmes de dos avec des vertèbres qui se sont soudées. J'avais énormément de stress. J'étais dans un métier pourtant que j'avais choisi. Je travaillais dans la communication et j'avais l'impression d'être en phase avec ce métier-là. Donc pour moi, ça me correspondait. Je pensais vraiment être à ma place parce que j'avais choisi cette voie-là. Peu à peu, en fait, je me suis rendu compte que ce métier-là correspondait à une image que je me faisais de moi, qui n'était pas véritablement moi, en fait. Et donc, j'ai commencé à m'interroger sur ces problèmes de santé. La médecine traditionnelle, donc la médecine allopathique, n'arrivait pas à résoudre ces problèmes de santé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'Ayurveda. Donc, en fait, j'ai entrepris une formation de 3 ans et demi à Paris. Et cette formation, c'est venu petit à petit en fait, parce que l'Ayurveda peut paraître complexe au départ. Donc moi, je vais essayer, en vous l'expliquant, de démocratiser au maximum, de rendre ça simple. Mais ça peut paraître complexe au départ. Et du coup, j'ai cherché pendant pas mal de temps comment l'intégrer, faire le parallèle entre mes études et l'intégration dans ma vie de tous les jours. Et j'ai commencé à percevoir les bénéfices. Donc très naturellement, j'ai commencé à percevoir des bénéfices au niveau physique, au niveau émotionnel et aussi au niveau mental, euh, tout au long de ces 3 ans. Et j'avais d'ailleurs demandé à ma formatrice, ben voilà, toi dans la formation, quel est le pourcentage de personnes qui se lancent dans l'Ayurveda? Et elle m'avait dit, ben tous. Après, à la fin de la formation, tous. Et moi, je lui ai dit, ben moi, ça n'arrivera pas parce que moi j'ai un bon poste, parce que je gagne bien ma vie, parce que j'ai une équipe, parce que j'ai des responsabilités, parce que j'ai tout ce que je veux en apparence. Et donc vous voyez un peu le cheminement que j'ai pu faire pour arriver à me rendre compte que finalement l'image que je me faisais de ce bonheur idéal n'était pas la réalité. Mais ça m'a demandé un peu de temps. Et en fait, c'est passé par le physique. C'est pas du tout passé par le mental. Donc c'est ce qui a été assez troublant pour moi, c'est quand finalement on a dans le mental l'impression et on se dit que tout va bien et que le physique quelque part vous dit l'inverse. Donc ça a été vraiment révélateur. Donc voilà pour vous expliquer un peu mon parcours. Donc avec l'Ayurveda, donc forcément j'ai réussi à
j'ai réussi à soigner ces symptômes physiques. Et puis le mal de dos aussi par le yoga. Donc, il y avait la pratique de l'Ayurveda et il y avait aussi le yoga qui m'ont permis de soigner mes problèmes de dos. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout mal au dos. Donc ça, c'est vraiment un soulagement extraordinaire. Voilà pour la petite présentation. Alors là, on va parler d'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est assez large, mais voilà, ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que c'est un système de santé qui est vraiment global. Parce que dans l'Ayurveda, on va prendre en compte l'alimentation, on va prendre en compte votre mode de vie, on va prendre en compte la façon dont vous vivez, quel métier vous faites, quelle activité vous pratiquez. Donc tout ça, en fait, quand on est en consultation ou quand on se met à l'Ayurveda, on va prendre en compte tous ces paramètres pour voir s'ils correspondent à ce que l'on est et s'ils nous conviennent. Donc ça, c'est une première des choses. Donc l'Ayurveda, ça veut dire en sanskrit, en français, pardon, c'est du sanskrit. Donc Ayurveda, ça veut dire connaissance de la vie, science de la vie. Donc c'est vraiment apprendre à connaître la vie, son environnement et apprendre à se connaître soi. Ça, c'est une première chose. Donc c'est un système de santé qui est maintenant reconnu par l'OMS. Donc ça, c'est tout à fait, c'est super. Depuis 1992, en fait, l'Ayurveda se développe de plus en plus. C'est très développé notamment aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. Et en France, ça commence à se développer comme médecine holistique. Tout comme le yoga est aujourd'hui bien développé en France, l'Ayurveda se développe actuellement de plus en plus. Bon, moi j'habite dans le nord de la France, donc c'est un peu plus long, mais voilà, ça arrive en tout cas. On remarque qu'il y a vraiment un intérêt grandissant pour l'Ayurveda. Ce qui est important en Ayurveda, c'est que on recherche toujours l'équilibre. On va toujours rechercher un équilibre de vie, un équilibre des doshas. Et les doshas, ce sont les énergies vitales. Alors, juste une chose que j'ai oublié de dire, je n'avais pas précisé au tout début, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Comme ça, c'est beaucoup plus interactif. Et si vous avez des questions, posez-les et puis comme ça, je pourrais vous répondre en direct. Donc, dans l'Ayurveda, on va tout le temps rechercher l'équilibre du corps, l'équilibre émotionnel et l'équilibre de l'esprit. Quand vous allez chez un médecin traditionnel, un médecin allopathique, il va vous prescrire des médicaments et donc il va répondre à la conséquence. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, vous avez mal au ventre, vous allez chez le médecin allopathique, il va vous donner des cachets pour résoudre cette problématique. L'Ayurveda, on fonctionne pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que on va chercher la cause. Pourquoi vous avez mal au ventre? Quel dosha, quelle énergie vitale est déséquilibrée dans le corps? Donc, c'est vraiment un travail d'analyse. Donc, c'est pour ça qu'on va poser énormément de questions. Je vous disais tout à l'heure de l'environnement, des maladies que vous avez pu développer, par exemple depuis l'enfance, des différents symptômes que vous avez. Et c'est comme ça qu'on va arriver à vraiment analyser en fait quel déséquilibre est présent dans le corps et quel déséquilibre a amené la maladie. Il y a 5 stades dans la maladie en Ayurveda. On va toujours veiller à rester dans les 2 premiers stades de la maladie. Quand la maladie est au stade 5, elle est incurable. Donc, on va toujours veiller à rester dans le stade 1 et 2 qui sont de l'ordre du symptôme. Par exemple, je parlais des maux de ventre. J'ai des maux de ventre, je suis fatiguée, j'ai des maux de tête. Ce sont des symptômes, des pré-symptômes de la maladie. Ce sont des alertes du corps. C'est pour ça que en Ayurveda, le fait d'avoir des symptômes, d'avoir par exemple des démangeaisons, des maux de tête, des maux de ventre, tout ça c'est positif. En fait, il faut le voir positivement. C'est un appel de votre corps qui vous dit sois à l'écoute de toi. Voilà, il se passe quelque chose en toi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment être à l'écoute.
il se passe des déséquilibres. Voilà, faites-y attention. Et donc, ces symptômes, ces douleurs, elles sont positives quand on les écoute. Le jour où finalement on n'a plus cette alerte du corps avant la maladie, c'est là où ça devient inquiétant. Quand vous avez ces alertes du corps, c'est là où vous pouvez tout de suite rééquilibrer par de la prévention. On peut faire le parallèle entre l'Ayurveda et la médecine chinoise. Il y a beaucoup de parallèles qui peuvent se faire. Je vois la question, que pensez-vous du panchakarma? Je vais répondre à cette question. En fait, le parallèle avec la médecine chinoise, c'est que la médecine chinoise, elle est aussi complètement basée sur la prévention. Elle est basée sur l'énergie qui circule en nous. Par exemple, notamment, en médecine chinoise, vous avez les points d'acupuncture. En Ayurveda, vous avez les points marma. Il y a aussi, voilà, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire, mais en tout cas, les énergies sont très importantes et l'équilibre de ces énergies, c'est ce qui fait que finalement, on est en bonne santé au quotidien. Alors, je vais répondre juste à la question donc sur le panchakarma. Un panchakarma, il faut le faire dans certaines conditions. En fait, on ne fait pas un panchakarma n'importe comment. Donc, en général, on fait un panchakarma si on a un gros déséquilibre, c'est-à-dire une maladie qui est quand même assez importante. Par exemple, vous avez une fibromyalgie, vous avez des problèmes d'arthrose, ce genre de maladie, le panchakarma peut être important, peut être intéressant. Si vous avez plutôt de la fatigue ou si vous voulez perdre du poids ou ce genre de choses, il faut plutôt se diriger vers une cure qu'on appelle Rasayana. Donc ça, c'est une cure régénérante. Pourquoi? Parce que panchakarma, c'est quand même assez fort. Par contre, c'est très intéressant au niveau du corps. Effectivement, il y a 5 étapes dans le panchakarma, donc qui sont des étapes de soins ou qui vont passer par l'alimentation. Bien évidemment, l'alimentation, elle est revue en Ayurveda. Qui vont passer par des soins, des massages, qui sont des massages thérapeutiques et pas des massages de confort. On va aussi pratiquer en fonction des cas des purges, des lavements qu'on appelle bastis. Les bastis sont assez forts puisque ça va être en fait des plantes qui sont ingérées, voilà, et qui vont permettre un lavement du corps. Il peut y avoir aussi la sudation, comme qui fait partie du traitement, donc des sortes de saunas, et ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à Vomana. Donc c'est Vomana, si on reprend la terminologie, c'est vomir. Donc vous voyez que c'est quand même, ça peut être assez fort. Mais là, on est sur des cas de maladies plus graves. Hein. Quand on pratique le Vomana, on est vraiment sur des cas de maladies plus poussés. Donc voilà, il faut bien se renseigner. Et tout ça, c'est dans l'Ayurveda. Tout ça, tout. Tout à fait. C'est une pratique. Le panchakarma fait partie de l'Ayurveda. C'est une cure ayurvédique. Donc, ça peut durer de 1 semaine à 3 semaines, voire 4 semaines. Et en fait, il y a une prise en charge complète dans des centres. Donc, c'est vrai que l'Ayurveda, l'Inde, pardon, est particulièrement équipée pour faire ces cures parce qu'effectivement, ça demande un dispositif très particulier. Il y a des massages toute la journée, donc vous êtes dans l'huile toute la journée. Il faut des salles particulières parce que il y a par exemple le massage au Shirodhara, donc pour lequel on a de l'huile en fait qui va couler sur le front, qui forcément coule dans la salle. Donc ça demande vraiment une organisation particulière. On dort sur place. Et puis surtout quand on fait le panchakarma, il faut être complètement dédié à soi et au panchakarma. C'est pour ça que dans cette cure, on va avoir de la méditation, on va avoir du yoga, bien sûr, la pratique du yoga fait partie de l'Ayurveda. Hein. En fait, dans l'Ayurveda, vous avez l'alimentation qui est prise en compte, l'hygiène de vie, les massages, le yoga, et voilà, c'est tout. Et le panchakarma fait partie des soins, en fait. Donc, tout ça, c'est pour ça qu'on parle de système de santé complet, parce que vraiment, on peut aussi bien recommander des massages que des postures de yoga, que bien entendu l'alimentation, que l'hygiène de vie. Donc,
c'est pour ça que c'est large. Donc, pour revenir au Panchakarma, effectivement, bien se renseigner sur les centres. Il y a des très bons centres aujourd'hui, mais il faut prendre des centres qui pratiquent le vrai Panchakarma et pas des cures bien-être où les massages ne sont pas des massages thérapeutiques. Et dans les massages thérapeutiques, il y a par exemple le massage dont j'ai parlé là, le massage Shirodhara, qui est un massage pour diminuer le dosha vata, qui est très puissant, voilà, qui demande une certaine technique. Le massage Abhyanga aussi, qui est un massage thérapeutique, voilà, va demander une certaine technique. Donc, c'est recommandé, mais faites-le si vraiment vous avez plutôt une maladie, ou sinon faites une cure asayana, une cure régénérante. Voilà. Peut-on soigner les troubles neurologiques avec l'Ayurveda? Alors oui, on peut soigner les troubles neurologiques, tout à fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport aux différents stades de la maladie. On peut traiter, par exemple, des maladies neurologiques comme Alzheimer, comme la maladie de Parkinson, ce type de maladie. Mais par contre, il faut qu'elle soit détectée suffisamment tôt. C'est pour ça que le fait d'être attentif à son corps, attentif au déséquilibre, va permettre de prendre la maladie suffisamment tôt. Ce qui est certain, c'est que ça améliore grandement. Quand on est, ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on est dans le cas de la maladie d'Alzheimer et que par exemple on est au stade 5 diagnostiqué selon l'Ayurveda, là, effectivement, ça n'est pas guérissable. Même au stade 4, c'est très difficilement guérissable. Donc, d'où le fait de pouvoir appliquer, encore une fois, ces principes de prévention. Donc, en fait, ce que je vous disais, voilà, par rapport au système de santé globale, voilà, dans ces cures, effectivement, on va prendre en compte toutes ces ah oui, voilà. Donc, Odile pose la question par rapport à la cure Rasayana. C'est pour ça que je comprenais pas, mais c'est Rasayana. Donc, c'est plutôt une cure Rasayana, Odile, qui est préférable. Ou si tu fais un Panchakarma qui ne soit pas trop invasif. Donc, moi, c'est pour ça que je recommande la cure Rasayana pour toi. Voilà. Qui va rééquilibrer les doshas. Donc, quand on revient de cure, effectivement, les doshas sont plus en équilibre. Puisque l'alimentation va être revue, on va aussi te donner ta constitution de naissance, c'est-à-dire ton dosha prédominant, en fait, ton dosha principal. Et c'est à ça que j'allais venir. Là, je vais vous parler des doshas parce que pour comprendre l'Ayurveda, c'est essentiel de parler des doshas, donc des énergies vitales. Donc, dans le corps, en fait, on a 3 énergies vitales qui sont Vata, Pitta et Kapha. Ces 3 énergies, elles sont en équilibre ou en déséquilibre dans le corps. Quand on a des maladies, comme j'expliquais tout à l'heure, qui se développent, on a un dosha ou plusieurs doshas en déséquilibre. Donc, on a ces 3 énergies en nous, elles font partie de notre constitution. Mais bien souvent, on a 2 doshas prédominants ou un dosha qui prédomine dans notre constitution. Alors, pour bien comprendre la constitution, vous me dites si c'est clair, c'est que, en fait, la constitution, c'est, vous l'avez dès la naissance. Donc, dès la naissance, vous allez avoir une constitution qu'on appelle la prakruti, que vous allez garder tout au long de votre vie. Et ça ne changera pas. C'est votre constitution de naissance. En général, on a 1 ou 2 doshas prédominants dans sa constitution. Je vous donne l'exemple. Moi, je suis Pitta Kapha dans ma constitution. On attribue des pourcentages. Alors, j'aime pas le terme de pourcentage, mais en tout cas, on a des doshas. Par exemple, moi, le dosha qui prédomine, c'est le dosha Pitta. Et après, le second dosha, c'est le dosha Kapha. Donc, vous pouvez être Vata Pitta, Pitta Kapha, enfin voilà, avoir une double constitution. Vous pouvez aussi avoir dans votre constitution un dosha prédominant. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle Ekaja dosha. Et donc, quand on a un dosha prédominant, on va prendre en compte ce dosha pour améliorer les différents symptômes. On va prendre en compte, par exemple, le dosha Pitta, parce que ce dosha prédomine chez nous. D'accord? Donc, soit 2 doshas, soit un dosha prédominant dans sa constitution de naissance. Le fait d'être tridoshique, d'avoir les 3 doshas, c'est très, très rare. Ça concerne à peu près 2% de la population.
Donc, c'est intéressant de connaître votre constitution de naissance parce que ça va vous permettre de mieux vous connaître. Par rapport à ces doshas, vous avez une psychologie qui est affiliée à ce dosha. Vous avez une humeur, vous avez une psychologie, vous avez un physique qui est relié à ce dosha. Il n'empêche que malgré tout, cette énergie, ça n'est pas vous. Il faut bien faire la distinction entre le dosha, enfin les doshas, les énergies, elles font partie de vous. Ça n'est pas votre personne, hein. Mais en tout cas, elles sont présentes en chacun de nous. À quel moment pouvons-nous dire qu'un dosha est prédominant? Alors, un dosha est prédominant quand il est à peu près à 70% présent dans votre organisme. Donc, effectivement, il y a des questionnaires que vous pouvez trouver qui vous permettent de questionnaires ou thérapeutes, mais qui vous permettent en tout cas de connaître votre constitution de naissance. Ce dosha est prédominant donc quand il est au-dessus de 65%. Voilà, on dit que là le dosha il fait partie de votre constitution comme étant prédominant. De quelle manière se fait le diagnostic? Donc voilà, ça répond à la question par la constitution de naissance. Donc c'est une consultation en fait qui va se passer, qui est assez poussée, où on va faire une analyse complète de ce que vous avez pu développer pendant l'enfance, des maladies que vous avez pu développer, de ce que vous développez aujourd'hui comme symptômes qui sont typiques de dérèglement de certains doshas. On va aussi faire l'analyse du pouls. Donc, en fait, les 3 doshas sont présents sur le pouls. Donc, c'est pour ça que je fais aussi le parallèle avec la médecine chinoise, parce que le pouls, la langue, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi en médecine chinoise. Et on va analyser aussi les symptômes physiques et surtout la langue. Donc, sur la langue, on peut voir les différents organes et on va voir aussi les différents dérèglements. Donc, le dosha Vata, c'est le dosha du mouvement. C'est celui qui vous permet de bouger, de communiquer, d'être en forme, d'avoir de l'énergie. Quand ce dosha est en déséquilibre, ça va agir sur le mental et le physique. Sur le mental, ça va provoquer un manque d'enthousiasme. Donc, par exemple, la dépression est une maladie de Vata, du dosha Vata. La déprime est une maladie du dosha Vata. La fatigue, très grosse fatigue, est une maladie de Vata. Donc en fait, ce dosha-là, c'est vraiment lui qui donne l'impulsion. C'est aussi le dosha qui inclut prana, donc le souffle. Hein. C'est pour ça que c'est très lié à la parole. Les gens qui ont beaucoup de Vata dans leur constitution vont être en général assez bavards, vont aimer bouger, beaucoup bouger, voir du monde, qui est beaucoup de mouvement. C'est des personnes de contact dans la psychologie de Vata. Le Pitta, c'est le deuxième dosha. Lui, c'est le dosha de la thermogénèse, c'est-à-dire c'est le dosha de la combustion, c'est le dosha de la chaleur. C'est lui qui permet de digérer. C'est l'énergie qui vous donne le bon sens. C'est différent de Vata parce que Vata va vous donner ce sens du contact, cette on va dire voilà cette facilité de parler, d'échanger, alors que l'énergie de Pitta va donner le bon sens pratique. Et dans la psychologie Pitta, ce sont des personnes qui sont très organisées, qui vont aimer que les choses soient très classifiées, très rangées, qui vont. Il y a beaucoup de personnes en Pitta qui vont évoluer dans l'entreprise, dans les managers par exemple, parce que c'est des personnes qui aiment qui sont assez ambitieuses et qui aiment aller au bout des choses. Ça, c'est l'énergie de Pitta. Alors, si je reviens sur Vata, c'est que il y a aussi des maladies donc qui sont propres à chaque dosha. Les maladies qui sont propres à Vata, ça va être par exemple l'arthrose, les maladies neurodégénératives dont on a parlé avant. Ça, ce sont des maladies de Vata. La dépression, toutes les maladies dégénératives, mais aussi la très grande fatigue,
voilà, globalement, enfin, il y a beaucoup plus de maladies que ça, mais globalement, c'est aussi toutes les maladies qui sont liées au mouvement. Donc, par exemple, comme je vous ai dit que Vata, pardon, c'est l'énergie du mouvement. Forcément, tout ce qui bloque le mouvement, la paralysie, c'est une maladie de Vata. Pitta, donc, si on revient sur cette chaleur, donc l'émotion qui est rattachée au dosha Pitta, c'est la colère. Puisqu'on a du feu, en fait, on a beaucoup de feu dans ce dosha-là, c'est le dosha qui va permettre de digérer aussi, de digérer les émotions. Donc, c'est une personne qui, avec l'énergie Pitta, va digérer beaucoup plus facilement les émotions, qui va avoir un certain sang-froid que le dosha Vata n'aura pas. Avec l'énergie Vata, aura beaucoup moins. Donc, voilà, donc dans les maladies en fait qui peuvent être typiques, enfin en tout cas caractéristiques de Pitta, on va retrouver par exemple toutes les maladies de chaleur, c'est-à-dire toutes les maladies inflammatoires, les maladies en IT, les tendinites, les bursites, toutes ces maladies-là, gingivite, toutes ces maladies sont des maladies inflammatoires qui sont liées à un dérèglement du dosha Pitta. Puisque le dosha Pitta, c'est le feu, en fait. Donc, comme c'est le feu qui se consume à l'intérieur de l'organisme et qui vient, en fait, voilà, inflammer certaines parties du corps parce qu'il est en déséquilibre. Il y a aussi d'autres maladies de Pitta, comme par exemple les maladies de peau. Ce sont des maladies de Pitta. Et comme c'est le dosha du feu, toutes les maladies aussi de digestion. Donc, les ulcères dont je parlais tout à l'heure, que moi j'ai eu, c'est une maladie de Pitta. C'est une maladie de se consumer intérieurement par une certaine colère qu'on n'exprime pas. Donc, en Ayurveda, on va aussi, il y a un point important sur lequel je veux revenir, c'est que on va aussi toujours analyser l'émotion. C'est-à-dire, quelle est l'émotion qui se cache derrière la maladie? Quelle est l'émotion qui se cache derrière les symptômes? Et on va forcément travailler le mental, donc l'état d'esprit, l'émotionnel, en même temps que le physique. C'est là où, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très complet. Mais ça vient, voilà, ça vient petit à petit. Donc, le dosha Pitta, donc effectivement, le dosha de la combustion, c'est aussi des personnes qui ont toujours chaud, qui en général, alors d'ailleurs, qui n'aiment pas la chaleur en termes de climat, qui vont avoir du mal avec les chaleurs extrêmes, qui vont transpirer facilement, qui vont voilà bouillonner. Vous savez, ce bouillonnement intérieur qu'on peut retrouver chez certaines personnes quand on dit voilà, c'est une personne qui monte vite. D'ailleurs, il y a une très bonne façon de voir le Pitta chez quelqu'un, c'est dans la conduite, par exemple. Une personne qui conduit, voilà, quand elle s'énerve très facilement, ça c'est révélateur du dosha Pitta. Donc, une personne qui a beaucoup de Pitta, elle va être très sanguine dans sa façon de conduire. Et ça, c'est assez révélateur du dosha Pitta. Une personne Vata va être beaucoup plus, Vata ou Kapha, va être beaucoup plus calme, va prendre beaucoup plus de recul et va mettre beaucoup plus de temps à s'énerver. Parce que les personnes me demandent, oui, mais comment je peux voir à quelle fréquence je m'énerve? Je leur dis, c'est assez simple finalement. Si vous voyez que dans la journée, des toutes petites choses à longueur de journée peuvent vous agacer très rapidement, c'est qu'il y a du Pitta, c'est certain. Donc ça, c'est pour le dosha Pitta. Et comme c'est la thermogénèse, il y a aussi toutes les maladies qui sont liées à la circulation du sang. Donc comme la maladie de Raynaud ou toutes les maladies toute la circulation du sang en fait. Hein, donc une mauvaise circulation du sang est un dérèglement du dosha Pitta. Donc ça, c'est pour le deuxième dosha. Et le troisième dosha dont je voulais vous parler, parce que c'est important de bien comprendre les doshas, c'est vraiment la base de l'Ayurveda, c'est le dosha Kapha. Donc lui, c'est le dosha de la rétention. C'est le dosha qui va vous donner la stabilité, en fait. Les personnes qui ont beaucoup de kapha dans leur constitution vont être des personnes assez qui ont cette énergie-là en prédominance, vont être assez stables. D'ailleurs, dans leur vie, globalement, elles ont une vie assez stable. Elles aiment cette stabilité et elles la provoquent.
C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont rester, par exemple dans la psychologie, qui vont rester des années dans la même entreprise. Ça, vous pouvez être sûr que la personne, elle a du kappa dans sa constitution. Une personne qui est vata, qui est dans le mouvement, elle va changer énormément, elle va vouloir découvrir plein de choses. Donc, en général, c'est assez rare qu'une personne vata reste 20 ans dans la même société. Et d'autant plus, ça se fera de moins en moins à l'heure actuelle. Mais du coup, le kappa, lui, c'est comme c'est le dosha de la rétention, ce sont des personnes qui s'accrochent en fait, qui s'accrochent aux relations, qui s'accrochent au matériel, qui s'accrochent aux choses. Et donc, elles vont avoir du mal à lâcher prise. Elles vont avoir du mal aussi à exprimer leurs émotions. Parce que justement, il y a ce flegme qui est typique du dosha kappa. Ce sont des personnes qui sont assez flegmatiques. Et comme c'est le dosha de la rétention, forcément, comme je vous disais que l'Ayurveda, c'est vraiment du bon sens, c'est des personnes qui vont prendre du poids. Parce que forcément, elles sont dans la rétention. Donc, elles retiennent. Voilà. Elles ont du mal à lâcher prise. Et donc voilà, les problèmes de poids c'est un dérèglement du dosha kappa. Dans les autres maladies de kappa qu'on peut trouver, il y en a, voilà, il y a par exemple, comme c'est la rétention, il va y avoir par exemple les œdèmes, les fibromes, tout ce qui est du domaine de l'accumulation. Quoi d'autre? Les maladies gynécologiques pour les femmes, par exemple l'endométriose, la candidose aussi, donc qui est liée là à l'alimentation, mais ça c'est un dérèglement du dosha kappa. Donc la prise de poids et aussi les maladies qui sont liées au désordre alimentaire. Parce qu'une personne qui a beaucoup de kappa dans sa constitution va gérer son alimentation en fonction, enfin en tout cas quand c'est déréglé, beaucoup en fonction de son émotionnel. Du coup, l'anorexie, la boulimie, ce sont des maladies de kappa. Donc, vous voyez comment, quand on est en diagnostic, on peut détecter effectivement, de par ce que la personne a pu développer, les doshas prédominants. Mais après, c'est bien plus complexe que ça. Mais en tout cas, ça aiguille beaucoup. Déjà, dans ce que j'ai dit, vous avez peut-être pu identifier certains symptômes qui vous parlent et ça peut vous aider à reconnaître un des doshas qui est en déséquilibre ou qui fait partie de votre constitution. Audrey, j'ai une question. Est-ce que, parce que tu disais que les doshas, c'est, on va dire, on les a à la naissance. Ouais. C'est pas ce que tu avais dit? Est-ce que ça évolue quand même malgré tout? Est-ce que avec l'âge, est-ce que avec la vie au quotidien, est-ce qu'il y a une évolution par rapport au pourcentage dominant ou pas? Enfin, bon. Ouais. Alors en fait, très peu. Il y a ce qu'on appelle la prakruti, c'est la constitution de naissance. Donc ça, elle est présente depuis l'enfance. Par contre, il ne faut pas la confondre avec la vikruti. La vikruti, c'est un dérèglement du moment. D'accord? Donc, c'est très différent. C'est-à-dire que si on fait ta constitution de naissance, en général, on la fait pas trop tôt, mais dans l'enfance, on va dire à une dizaine d'années, et qu'on la fait maintenant, le taux va varier très légèrement, mais aux alentours de 5%, mais ta constitution ne changera pas. Elle est la même. Par contre, et c'est là où l'analyse, elle est très profonde, il faut pas confondre ta constitution de naissance avec ton dérèglement du moment, qui est très différent en fait. Tu peux être Vata Pitta et avoir un dérèglement de Kapha. Et donc ça, c'est le pouls qui va nous aider à le sentir, le pouls, la langue, mais aussi les symptômes du moment qui vont nous aider à, on va dire, à vraiment détecter ce déséquilibre du moment. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, ce qui est assez c'est pas difficile à faire, mais en tout cas, il faut bien s'en détacher. Il faut se détacher de la constitution de naissance pour traiter le problème du moment. D'accord? Parce que tes doshas de constitution de naissance peuvent très bien ne pas être en déséquilibre. Et
Et voilà, il y a plein de personnes qui n'ont pas de déséquilibre. Tant que la maladie, tant que les petits symptômes ne se développent pas, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de raison que les doshas soient en déséquilibre. Donc voilà, donc c'est comme ça que on va faire la différence, et c'est pour ça que les questionnaires en ligne, c'est pas suffisamment pointu, effectivement, parce que on va aller loin dans le questionnement. Par exemple, l'environnement, il est très important pour les doshas. Si vous êtes une personne vata, moi j'ai une personne en consultation, mais qui me disait, voilà, je suis vata, et elle était dans un bureau toute la journée. Ça lui convenait pas du tout. Elle était assise toute la journée. Au-delà, il y a sa personnalité, mais si on fait vraiment par rapport à l'Ayurveda, c'est que quand on a un dosha prédominant dans sa constitution, et en l'occurrence le dosha vata, on a besoin de mouvement, on a besoin de contact, on a besoin d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ce sont des personnes qui vont être davantage sur des missions de communication, de relations publiques, de commerciales, parce qu'elles ont ce besoin-là. Une personne qui est dans le kapha ne veut pas avoir ce besoin. Donc, effectivement, on se rend compte que l'environnement, il est très important, y compris l'environnement climatique. Si on prend le dosha, par exemple, Pitta dont j'ai parlé, voilà, il va aller dans une chaleur extrême, ça va pas du tout lui convenir. C'est pour ça que, par exemple, le yoga, il y a même jusqu'à des yogas qui sont adaptés aux différents doshas. Le yoga Bikram, par exemple, qui est dans une salle surchauffée, c'est pas du tout adapté à quelqu'un qui a déjà énormément de feu en lui, qui a déjà énormément de chaleur en lui. On va chercher à refroidir. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec la digestion. On va toujours chercher à refroidir le dosha, en tout cas à attribuer ce qu'on appelle la guna, c'est-à-dire la propriété inverse. Donc, vata, c'est un dosha qui est froid, on va mettre de la chaleur. Pitta, c'est un dosha qui est chaud, on va mettre du froid. Kapha, c'est un dosha qui est froid, on va mettre de la chaleur. Voilà. Donc, globalement, pour expliquer le principe des doshas, bon, moi, je peux passer des heures sur les doshas parce que c'est tellement, tellement poussé, mais en tout cas, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Il y a un principe aussi qui est très important dont je voudrais vous parler, qui est le principe de digestion. Donc, ce principe-là, il est clé en Ayurveda, c'est vraiment la base. C'est que pour être en bonne santé, pour avoir une bonne immunité, selon l'Ayurveda, il faut avoir un bon feu digestif. Il faut bien digérer. Il faut avoir des intestins en bonne santé. Donc, le système digestif, on voit aujourd'hui, il y a des écrits qui sortent. L'Ayurveda, ça a 5000 ans, donc bien avant tout le monde, ça le disait déjà, que le système digestif est capital dans la santé. Donc, on va y prêter énormément attention dans l'Ayurveda. Moi, quasiment tous les jours, en fait, quand on pratique l'Ayurveda, quasiment tous les jours, on y pense. Ça fait partie de la prévention. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un bon feu digestif. Le feu digestif, ça s'appelle Agni en Ayurveda, et on va faire en sorte de ne pas avoir d'ama. Donc, ama, d'ama, c'est D''AMA, c'est-à-dire de ne pas avoir de toxines dans le corps. Les toxines, c'est ça en fait. L'ama, ce sont les toxines du corps. L'ama, c'est ce qui se loge dans les intestins. Mais ça peut se loger à d'autres endroits. Vous avez de l'ama dans les articulations, ça provoque des problèmes articulatoires, de l'arthrose, des inflammations. C'est ce qui provoque la maladie. Vous avez de l'ama donc dans le système digestif, vous avez des maux de ventre, des problèmes de digestion, des douleurs. Enfin, tout ça, c'est lié à ces toxines. Donc, on va veiller par la prévention à faire en sorte de ne pas développer, de ne pas avoir d'ama. Alors, l'ama, on peut pas l'évacuer. En fait, ça ne s'évacue pas parce qu'en fait, c'est tellement incrusté dans les doshas et dans les sites de localisation des doshas que ça ne s'évacue pas, ça se transforme. En fait, on transforme l'ama. On transforme cette toxine du corps.
Donc, je vais vous expliquer comment on fait. Déjà, vous pouvez repérer, il y a des moyens de repérer si vous avez de la malle dans le corps. Globalement, vous pourrez, après là, notre séance, regarder votre langue. Donc, si vous avez un dépôt blanc sur la langue, un gros dépôt blanc sur la langue, c'est un signe d'AMA. C'est un signe de toxine du corps. C'est ce qu'on regarde aussi principalement quand on fait la consultation, quand on regarde la personne, quand on demande d'avoir la langue, c'est de voir l'état de la langue en fait. Quel est le niveau de toxine, de toxines dans le corps. Donc, ces toxines que vous avez sur la langue, elles sont présentes dans les intestins. Donc, la langue est révélateur de ce qui se passe dans les intestins. On voit d'autres organes aussi sur la langue, mais surtout, on va voir ce qui se passe dans les intestins. Et donc, du coup, on va vouloir transformer ces toxines. Si vous avez autres symptômes de toxines, si vous êtes fatigué, si vous avez des refroidissements, si vous avez des difficultés à perdre du poids, c'est-à-dire la personne ne mange quasiment pas, quand les personnes qui mangent peu, donc qui ont vraiment un excès de kappa important, qui mangent peu, qui n'ont pas faim le matin, c'est un signe d'AMA. Et donc l'Ayurveda considère que on ne peut pas perdre de poids tant que on a des toxines du corps. Donc on va en priorité chercher à ramener un feu digestif. C'est la base de l'immunité, mais c'est aussi la base de la santé. Mais par exemple pour le poids, c'est la base d'un organisme qui fonctionne bien, c'est de ramener du feu digestif. Il y a un principe de base en Ayurveda pour amener le feu digestif, ça va être de boire de l'eau chaude. Principe que vous retrouvez aussi en médecine chinoise. Donc ça se fait de façon particulière. C'est de l'eau, l'eau ne doit pas être bouillante, hein, c'est de l'eau tiède. Vous la faites bouillir et vous la buvez le matin à jeun, au réveil. Donc ça, c'est un principe de prévention qui fait énormément de bien. Et moi, je vous garantis que si vous l'appliquez tous les jours, pour les gens notamment qui ont des douleurs, si vous avez parmi les symptômes que j'ai cités précédemment, vous sentirez vraiment une différence. C'est vraiment miraculeux, alors que c'est basique de chez basique, mais c'est vraiment très efficace. Donc, boire l'eau chaude, on peut la boire le matin, mais surtout, et c'est là l'intérêt, c'est que on peut la boire toute la journée. En fait, le fait de boire glacé, de boire froid, ça casse le feu digestif. C'est pour ça qu'en Ayurveda, on ne va pas mettre de boisson au frigo, on ne va pas boire glacé, on ne va pas manger glacé. Parce que le fait de manger froid ou de boire très froid, ça casse le feu digestif. On va toujours boire tiède, voire chaud. Donc, toute la journée, on va boire à température ambiante aussi, ça c'est possible. Hein. Quand il fait plus chaud, c'est difficile peut-être parfois, mais en tout cas, on va pas boire glacé. Donc, on évite de mettre, on évite un maximum de mettre tous les aliments au frigo. Ce qu'on peut garder à l'extérieur du frigo, comme les fruits, sont à consommer très rapidement, même les légumes. Toujours selon l'Ayurveda. Alors c'est pas toujours évident à adapter, mais moi je vous conseille d'adapter vraiment à ce que vous pouvez faire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de garder au maximum en dehors du frigo. Voilà, oui, effectivement, je suis la première à dire en été c'est un peu difficile de pas boire froid. Je suis d'accord. Et comme j'ai beaucoup de pitta, je le comprends tout à fait. Mais il y a une différence entre boire froid et boire glacé. Voilà, donc c'est vraiment le glacé qui est mauvais. Après, boire frais, voilà, c'est moi ce que je vous conseille, c'est d'alterner en fait. Si vous buvez un verre glacé dans la journée, c'est pas un drame. En fait, en Ayurveda, il n'y a pas d'extrémisme. C'est à vous d'intégrer l'Ayurveda dans votre vie et pas l'inverse. Vous voyez, c'est pour ça que ça peut être très simple en fait. Donc dans ces conseils-là, il faut faire marcher aussi votre intuition en vous disant voilà, je bois un peu d'eau glacée, par contre tout le reste de la journée, je vais boire à température ambiante. Si déjà vous faites ça alors qu'avant vous buviez que glacé, ça fait déjà une différence. Voilà, c'est par les petits pas, les petites choses
que vous faites de la prévention. Donc, il y a ça. Pour un bon feu digestif aussi, on va pas manger les restes de repas. Donc, on va manger vraiment au jour le jour, c'est-à-dire des préparations. Poire glacée me donne des crampes terribles. Oui, c'est pas étonnant hein, que ça donne des crampes. Effectivement, c'est pas bon pour les intestins en fait. Donc, comme je vous parlais du feu digestif, tout ce qui est plutôt chaud est apaisant pour les intestins. Donc, en Ayurveda, on va privilégier les plats mijotés et donc plutôt chauds, effectivement. Et les boissons tièdes. Donc on va pas manger les restes. Du coup, on va essayer de cuisiner le plus frais possible. Donc bien entendu, des légumes, des fruits, des céréales, des aliments sadviques, c'est-à-dire ce sont des aliments sains, des aliments que produit la nature. Tout ce que produit la nature, voilà, est bon pour l'organisme. C'est aussi des aliments qui, tous ces aliments-là, donc les aliments naturels produits par la nature, vont faciliter la digestion. C'est aussi pour ça qu'on les intègre dans l'alimentation ayurvédique. Mais si on mange des fruits le matin avant le repas, est-ce que ça peut maintenir la santé? Améliorer la santé ou la maintenir? La santé ou la maintenir. Alors, en Ayurveda, on mange les fruits en dehors des repas. Donc, on les mange pas au moment des repas. Et si vous mangez, dans le pire des cas, si vous mangez du sucré, le sucré se mange en début de repas. Donc, se mange pas à la fin. Il n'y a pas de dessert, en fait. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas, on termine toujours le repas par la saveur salée, et non par du sucré comme c'est répandu chez nous. Et du coup, il vaut mieux manger les fruits le matin. Donc, plutôt manger un bol de fruits le matin ou à 16 heures, mais en dehors des repas, pour les raisons que j'ai évoquées avant, c'est-à-dire pour la digestion, pour le feu digestif, pour Agni. C'est voilà, c'est ce qui est recommandé. Il faut savoir écouter son corps tout simplement, Valérie, c'est exactement ça en fait. C'est vraiment, comme je dis toujours, enfin l'Ayurveda, c'est vraiment faire marcher son intuition. C'est, il n'y a pas de dogme en fait. Même si ça peut paraître comme ça des règles, mais c'est vraiment à vous de tester et d'adapter ce qui vous convient ou pas. Par exemple, il existe le ghee qui est le beurre clarifié, qui est très bon selon l'Ayurveda. Donc c'est un beurre qui demande une certaine préparation qu'on va faire en conscience, qu'on va mettre dans les repas, qui est une substance, le ghee, qui est très recommandé par l'Ayurveda parce que c'est aussi une substance sadvique que j'ai énoncé, comme j'ai énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une substance pure pour l'Ayurveda. Elle a un niveau vibratoire, une énergie très élevée. Donc, en Ayurveda, les aliments ont tous une énergie, ont tous un niveau vibratoire. Forcément, les aliments naturels ont un haut niveau vibratoire et les produits industriels, les produits très acidifiants ont, voilà, très naturellement un niveau vibratoire très bas. Donc, on va toujours chercher à se nourrir d'aliments qui vont apporter un haut niveau vibratoire. Parce que ça va aussi jouer sur notre rayonnement, ça va aussi jouer sur notre bien-être, en fait, sur notre mental, forcément. Et donc, le ghee, je vais donner l'exemple du ghee parce que c'est une substance, c'est quand même du beurre clarifié. Certaines personnes n'aiment pas. Je leur dis, ne vous forcez pas. Voilà, testez, essayez parce que c'est vrai que c'est très intéressant au niveau subtil, en fait, le ghee. Mais voilà, il faut tester et voir ce qui vous convient. Je vois aussi, même quand il fait chaud, je bois une tisane douce. Cela me réhydrate beaucoup mieux qu'une boisson froide. Ben voilà, c'est exactement ça. Pour les mollets qui gonflent, c'est la première fois que ça m'arrive. De quoi cela peut-il venir? Je suis restée assise très longtemps avant cette crise et je sens mes mollets encore fébriles. Alors, on en a parlé au tout début. Là, tout ce qui est gonflement, c'est un excès de kapha. Donc, je parlais au début de ce dosha de la rétention.
c'est ce qui fait que effectivement, à certains moments, on peut avoir des gonflements, de la rétention d'eau aussi. Ça, c'est typique de ce dosha-là. Donc, regardez dans votre alimentation il y a deux niveaux en fait. Regardez dans votre alimentation ce que vous mangez, ce que vous avez mangé précédemment. Ça peut être intéressant d'analyser. Les aliments qui vont augmenter kappa, ça va être très naturellement les produits industriels. Par exemple, tout ce qui est sucré aussi, la saveur sucrée. Donc, mais la saveur sucrée, pas naturelle, bien sûr. Hein. Donc ça va augmenter le kappa. Ça peut être aussi une habitude de vie que vous avez, voilà, qui a pu faire augmenter le kappa. Par exemple, le fait de faire la sieste, le fait de se lever tard le matin augmente le kappa. C'est pour ça que quand on a un excès de kappa, il faut se lever le plus tôt possible. Idéalement, entre 5 heures et 7 heures maximum, parce que au-delà de 7 heures, vous aggravez le kappa, vous aggravez ce dosha-là. Donc, par exemple, voilà, Dominique, pour ça, pour les mollets, regarde dans ton alimentation ce que tu as pu manger, qui a pu augmenter le dosha, et à ce moment-là, revenir à une alimentation vraiment naturelle. Pourquoi pas faire une monodiète la journée, par exemple, ça va tout de suite réguler. Et puis voir aussi au niveau des habitudes de vie ce qui a pu aggraver. Donc, par rapport au dosha kappa, remettre du mouvement. Parce qu'en fait, ce dosha va privilégier en fait le confort. Et donc, tout ce qui va le faire sortir de sa zone de confort est difficile pour lui. Il va préférer des activités très douces, alors qu'à l'inverse, il aurait besoin de faire des activités plus intenses, des activités physiques plus intenses. C'est le dosha qui a ce besoin-là. Les autres doshas n'ont pas tous les mêmes besoins, mais en tout cas, le dosha kappa a besoin de sortir de sa zone de confort, de faire plus d'activités que les autres. Alors, ça peut paraître injuste pour certains, mais chaque dosha a ses atouts, en fait. C'est-à-dire que dans la psychologie, par exemple, le dosha kappa, comme il est très stable, ce sont des personnes qui flanchent très difficilement, qui ont un très bon mental, qui sont très solides, très résistantes physiquement. Donc, vous voyez que c'est une faiblesse que peut avoir, par exemple, le dosha vata, qui lui va envier, c'est pas le mot, mais en tout cas, qui n'aura pas cette force-là. Donc, chaque dosha, il n'y a pas un dosha meilleur que l'autre, il n'y a pas une énergie meilleure que l'autre. De toute façon, vous avez les trois en vous, mais en tout cas, dans le dosha kappa, on va vraiment, il faut se faire violence. Que pensez-vous des mini-jeûnes? Soit ne pas manger avant 15 heures, soit ne pas manger une journée par semaine. Alors, effectivement, Violette, les jeûnes, enfin les semi-jeûnes, pardon, c'est pas un jeûne total. Le semi-jeûne est recommandé par l'Ayurveda. Alors, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le fasting, c'est-à-dire le fasting, on ne mange pas, par exemple, on ne mange pas quand on n'a pas faim. Je prends l'exemple d'une personne qui a beaucoup de kappa dans sa constitution. Elle se lève le matin, elle n'a pas faim. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui se lèvent le matin, qui n'ont pas faim. Elle ne va pas manger tant qu'elle n'a pas faim. Donc, ça peut être, en l'occurrence, ça peut être 15 heures, ça peut être si elle a faim à midi, elle recommence à manger à midi. C'est ça le fasting, en fait. Et effectivement, c'est des semi-jeûnes. Donc, ça, c'est intéressant pour les personnes qui ont du kappa parce qu'elles ont un mauvais feu digestif. Mais c'est pas intéressant pour tout le monde. Une personne, par exemple, qui a du pitta dans sa constitution va déjà avoir beaucoup de mal à jeûner. Donc, ces personnes qui sont facilement irritables quand elles ont faim ou qui ne supportent pas de sauter un repas, c'est souvent qu'elles ont beaucoup de pitta dans leur constitution. Elles ont un feu digestif très fort. Donc, pour ces personnes-là, il faut pas… d'ailleurs, l'Ayurveda ne recommande pas les jeûnes, à moins que effectivement il y ait le dosha kappa en excès, c'est-à-dire qu'il y ait une prise de poids. Donc là, effectivement, même si la personne a du pitta, elle est pitta dans sa constitution et qu'elle a du kappa en excès, alors là, effectivement, elle peut faire une semi-diète
une monodiète. Alors, la monodiète, c'est pas ne pas manger une journée par semaine. Il y a une différence entre le jeûne et la monodiète. Le jeûne, c'est à un moment donné de la journée, on ne mange pas. La monodiète, c'est pendant une journée, par exemple, on mange un aliment. On mange que des fruits, on mange que des légumes. Alors, moi, je suis plutôt partisane de la monodiète parce que ne pas manger du tout une fois par semaine, un jour par semaine, effectivement, si on est Vata ou Pitta, ça peut provoquer un plus grand dérèglement. Si par exemple la personne est Vata, le jeûne n'est pas recommandé pour les personnes qui sont Vata dominants ou qui ont un excès de Vata. Donc là, il faut faire la monodiète. Par contre, là, ça peut être intéressant. Et si en plus cette personne qui a déjà tendance à avoir un mental très qui mouline beaucoup, hein, dans les personnes en Vata sont des personnes qui sont très actives mentalement, qui vont passer d'un sujet à l'autre, qui ont une très grande curiosité, donc qui ont un mode de pensée très très fort. Du coup, ça va dérégler encore plus. Donc, et les pitas, c'est pareil par rapport à ce que j'ai dit, donc par rapport au feu digestif. Hein. Donc, je conseille plutôt la monodiète, sauf si vous avez un excès de kapha. Alors, que pensez-vous? Oui, le ghee est un produit animal. Oui, tout à fait. Le ghee n'est pas végétarien puisque c'est du beurre clarifié. Hein. Par contre, c'est vrai que c'est une substance qui est recommandée par l'Ayurveda. Voilà, dans son utilisation. Après, il faut savoir que le régime ayurvédique n'est pas végétarien à 100%. C'est-à-dire que la viande est recommandée dans certains cas. Elle est recommandée, par exemple, pour les personnes qui sortent de longues maladies. Pour les personnes qui sont en faiblesse, les personnes âgées, ou même aussi pour les enfants, parfois. Donc, ça n'est pas, l'Ayurveda ne dit pas qu'il ne faut pas manger de viande. Simplement, c'est vrai qu'il faut limiter sa consommation de viande. C'est très acidifiant pour l'organisme. Donc, bien évidemment, on ne va pas manger, il n'est pas du tout recommandé d'en manger tous les jours et d'en manger à profusion. Ça, c'est une évidence. Mais en tout cas, les substances animales ne sont pas bannies selon l'Ayurveda. Alors, Laurent, que pensez-vous du café? Le café, alors ça, c'est une substance qui peut être toxique aux doses. Donc, en Ayurveda, on recommande pas plus d'une tasse par jour. Donc, en fait, une tasse par jour. Pourquoi? Parce que au-delà d'une tasse par jour, ça va être très acidifiant pour les intestins. Par contre, le café, il est amer astringent. Chaque aliment, en fait, a des goûts différents et donc le café est amer astringent et il est très intéressant de boire une tasse de café pour les personnes qui sont en excès de kapha. Voilà, c'est un des seuls cas. Donc, quand vous êtes en excès de kapha ou vous avez beaucoup de kapha, c'est une substance qui est intéressante pour eux, pour le côté astringent et amer, l'amertume. Vous savez que dans l'alimentation, en fait, nous, on ne met pas suffisamment le goût amer et astringent. On a une alimentation qui est beaucoup trop sucrée. C'est pour ça qu'en Ayurveda, j'allais en parler après, on va rajouter systématiquement les épices. Parce que justement, il n'y a pas ce goût amer, sucré, astringent, acide. On le trouve très très peu dans notre alimentation et on n'en mange pas suffisamment. Or, en Ayurveda, c'est le fait d'avoir 6 goûts qui va donner la satiété. Le fait d'avoir le sucré, le salé, l'acide, l'amer, l'astringent et le piquant. Et quand vous avez ces 6 goûts dans un plat, c'est comme ça que vous obtenez la satiété. Donc, vous voyez que c'est tout un équilibre des goûts. Donc, déjà, prenez l'habitude, je parlais du feu digestif tout à l'heure, prenez l'habitude, c'est une très bonne habitude ayurvédique, de systématiquement ajouter des épices à votre alimentation. Par exemple, le café, vous rajoutez de la cannelle ou de la cardamome, c'est très bon parce qu'en fait, ça limite le côté toxique du café. Et en Ayurveda, chaque épice a des propriétés thérapeutiques très intéressantes. Les épices ne sont pas gustatives, uniquement gustatives comme dans notre culture, elles ont un intérêt thérapeutique.
d'où le fait de les mettre petit à petit dans l'alimentation. Quels sont vos conseils? Alors non, j'ai vu avant, pour la lymphe, pensez au bain dérivatif de France Guillain. Tout à fait. Moi, je le pratique, j'ai déjà pratiqué et je suis convaincue des bienfaits des bains dérivatifs. C'est excellent aussi pour le système digestif, pour le feu digestif aussi. C'est ça qui est bien aussi dans l'Ayurveda, c'est que c'est important d'avoir cette ouverture, pas uniquement sur l'Ayurveda, mais ce qui peut, comme je disais tout à l'heure, vous parler et ce qui peut être intéressant pour vous en fait. Il y a des choses qui vous parleront pas dans l'Ayurveda et que vous retrouverez dans la phytothérapie européenne ou dans la médecine chinoise. Et il n'y a pas de problème avec ça, c'est très bien en fait. Prenez voilà ce qui vous parle. Et donc les bains dérivatifs, moi je suis absolument convaincue et je trouve ça génial. Quels sont vos conseils pour éviter les problèmes d'hémorroïdes peuvent être liés au feu digestif? Alors, les problèmes d'hémorroïdes, ça peut être lié au feu digestif, mais c'est surtout un problème de pitta, puisque ce sont des veines, donc c'est lié à la circulation du sang. Donc moi, ce que je conseille, alors après, voilà, là ça reste superficiel, mais en tout cas, ce que je conseille, c'est d'amener tout ce qui va diminuer pitta. Donc tout ce qui va augmenter le feu, c'est-à-dire de privilégier des aliments rafraîchissants. Alors quand je dis rafraîchissants, c'est pas des aliments qui sortent du frigo, c'est une alimentation qui n'est pas trop chauffante. Alors donc ça veut dire que on va plutôt mettre des aliments comme par exemple les courgettes, la grenade, c'est un fruit qui est très rafraîchissant. Tout ce qui est à base de coco est très rafraîchissant, donc très bon pour les hémorroïdes. Par exemple, l'huile de coco qui est très connue, mais aussi l'eau de coco, le lait de coco et la noix de coco, bien sûr. Donc, en fait, par exemple, ça, c'est un aliment qui est très bon pour pitta, qui va énormément refroidir le pitta. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres aliments, hein. Il faut éviter pour les problèmes d'hémorroïdes tout ce qui est aussi lié à la colère, puisque je parlais de l'émotionnel tout à l'heure. Donc, il faut aussi travailler sur sa colère. On ne travaille pas seulement sur le physique, on travaille aussi sur l'état émotionnel. Donc, réfléchissez bien aussi à l'état d'esprit, à ce que vous pouvez faire évoluer, et puis choisissez une alimentation effectivement qui rafraîchit. Donc, ça veut dire éviter voilà tout ce qui est pimenté, la cuisine thaïlandaise par exemple, enfin, des aliments, une alimentation comme ça qui va être très chauffante. Oui, c'est drôle, c'est bien ça, mais je ne pensais pas être comment je m'en ai fait. Alors, la question de Dominique. Ah oui, voilà, Dominique qui répondait par rapport au fait de se lever tard. Effectivement, qui disait que quand elle se lève tard, Dominique, quand tu te lèves tard, je vois, j'ai beaucoup plus besoin de me dépenser que ce que je ne croyais. Tout à fait. Donc là, ça rejoint, je suppose, l'excès de kappa dont je parlais et le fait par exemple, donc de ne pas faire de sieste pour les personnes qui ont un excès de kappa, qui ont déjà cette tendance lymphatique, quoi, qui est prédominante. On va se faire violence pour aller marcher. Par exemple, la marche digestive après le repas, c'est très recommandé. Encore prendre les questions là, et puis on va parler peut-être des 3 ateliers après. Là, on va prendre encore les questions et puis on va enchaîner sur les ateliers, le contenu des ateliers. Il y a 3 ateliers, donc peut-être que ça va intéresser justement les personnes qui posent des questions. Ok. Alors, les bienfaits de la coriandre. Alors, la coriandre, elle est tridoshique. Donc, c'est bon pour les 3 doshas. C'est une plante et une épice selon l'Ayurveda. Donc, soit on la prend donc en plante, en feuille, soit on la prend aussi en graines. Donc, ça existe en graines ou aussi moulue. Donc, les 3 sont intéressantes. Enfin, c'est intéressant dans tous les cas pour les 3 doshas parce que c'est très rafraîchissant pour l'organisme et donc du coup, ça a des propriétés notamment assez puissantes pour le dosha vata. Là, on va arriver en septembre
on va arriver à l'automne et donc le dosha vata va augmenter dans le corps et donc c'est une épice qui est très bonne pour diminuer vata, qui diminue les 3 doshas, mais particulièrement le dosha vata. Donc du coup, elle est très bonne. Alors, on va peut-être enchaîner sur les ateliers là, et puis on va reprendre les questions après. Donc, comme ça, les gens vont être rassurés sur le contenu enfin, vont savoir connaître le contenu des ateliers. Ça peut leur apporter quelque chose justement. Ok, d'accord. Donc en fait, là pour les 3 ateliers à venir, les ateliers vont crescendo, c'est-à-dire que voilà, chaque atelier est très différent. Comme ça, les personnes qui participent à chaque fois en atelier, voilà, n'ont pas du tout le même contenu. Le premier atelier, en fait, je vais vraiment aller dans le détail de la psychologie ayurvédique et donc plutôt dans le mental, c'est-à-dire comment identifier votre dosha prédominant dans le mental et comment le faire évoluer en fait. Comment on travaille le mental en Ayurveda, comment on peut faire évoluer son mental selon son dosha et que vous puissiez aussi apprendre à le reconnaître, à l'identifier, à savoir aussi quelles sont ses forces, ses faiblesses pour pouvoir justement, c'est un atout de connaître les forces et les faiblesses de chaque dosha et je vous parlerai plus en détail de la constitution de l'essence. Donc ça, c'est pour le premier dosha, le premier atelier, pardon. Le deuxième atelier, là, on va être plutôt sur l'alimentation, mais plus poussée, et sur le bien-être intestinal. Donc, je vous donnerai notamment des remèdes de bien-être intestinal pour voilà, des petits remèdes que vous pouvez faire facilement avec des produits que vous trouvez autour de vous. Donc, voilà, qui sont à disposition et qui vous permettent d'avoir un bon feu digestif et donc, vous l'aurez compris, d'avoir une très bonne immunité puisque c'est complètement lié. Donc, ça, c'est pour l'atelier 2 et aussi pour le deuxième atelier, on va aussi forcément travailler l'émotionnel puisque quand on parle de digérer, c'est aussi digérer les émotions. Donc, on parlera des différentes émotions. Et le troisième atelier, là, on est vraiment sur la prévention et sur l'hygiène de vie. Donc, je vous expliquerai en fonction des doshas quelle hygiène de vie peut être adaptée. On parlera aussi des saisons parce que la saisonnalité compte beaucoup en Ayurveda. Donc, on apprendra à tenir compte des saisons, d'être à l'écoute de son corps en fonction des saisons, selon l'Ayurveda. Et la routine de vie, comment appliquer la routine de vie ayurvédique qui est très bénéfique pour faire de la prévention. Voilà. Alors moi, je précise les 3 ateliers, donc ça va être le mercredi, le premier atelier, ça va être le mercredi 4 septembre. Ensuite, le deuxième atelier, c'est le mercredi 11 septembre. Et troisième atelier, ce sera le lundi 16 septembre. Et tous les 3 sont à 20h30, à même heure, comme les conférences, hein, donc comme la conférence aujourd'hui. Et vous avez tous les renseignements dans le chat. Hein, vous cliquez sur le petit bouton vert là que vous voyez dans le chat et vous allez pouvoir regarder toutes les infos sur les ateliers. Et comme vous constaterez, vous avez la possibilité de prendre un atelier ou 2 ateliers ou 3 ateliers. Il y a tous les prix, il y en a pour tous les budgets. Voilà. Donc, et puis il y a 2 formules. Donc la formule, ce qu'on appelle, parce qu'on me pose souvent la question, le streaming, ça veut dire le streaming non téléchargeable, c'est-à-dire pour avoir les ateliers ou l'atelier que vous choisirez, vous vous connectez à votre espace membre et vous pouvez regarder, mais sans avoir la possibilité de télécharger. Et puis il y a l'autre formule, un tout petit peu plus chère, parce que vous allez pouvoir télécharger non seulement la vidéo, mais aussi un fichier audio que vous pourrez écouter sans être connecté à Internet. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité pour ces 2 formules-là de payer en une seule fois, en 2 fois ou en 3 fois.
Il y en a pour tous les budgets. Voilà. Donc, Ok. écoute, si vous avez des questions par rapport à l'atelier, et puis on va continuer à prendre quelques questions, hein? Ouais, Ouais, tout parce à qu'il y en a fait. encore là, il y en a encore pas mal. Ouais. Alors, on en est. Alors, je vois les gélules de Nîmes biologiques sont-elles bénéfiques pour le corps? Alors, oui. Alors, les gélules de Nîmes, alors déjà principalement, les plantes, elles existent sous différentes formes. Elles existent en poudre, elles existent en gélules. Ça peut exister, elles existent aussi en huile, ce qu'on appelle les thaïlames. Alors, c'est vrai que en poudre, c'est plus efficace qu'en gélule. Néanmoins, en gélule, après les poudres, ça peut être compliqué à prendre parce que comme c'est des plantes, c'est toujours forcément amer, donc il y a beaucoup d'amertume. Mais c'est vrai qu'il y a un peu plus d'efficacité. Alors le Nîmes, c'est principalement pour les problèmes de peau. Donc oui, mais ça dépend. J'ai envie de dire. En fait, ça dépend dans quel cas, comme toutes les plantes en fait. Donc ça dépend d'où vient le problème. Si c'est un problème de peau, par exemple, d'où vient-il? En fait, c'est plus ça qui est intéressant à chercher. Quel dosha est déséquilibré? Tout à l'heure, je parlais de la cause. On va plutôt chercher ça dans le mode de fonctionnement. Euh, c'est propre à notre culture et moi la première, mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à dire bon voilà j'ai ça, je prends ça. Sauf qu'en fait c'est pas le même raisonnement en fait. C'est plutôt pourquoi j'ai cette problématique, quel dosha est déséquilibré. Et en fonction du dosha qui est déséquilibré, on va pas uniquement prendre une plante, mais on va essayer de faire le plus complet possible en adaptant le mode de vie et en adaptant aussi l'alimentation. La plante, c'est un plus et les plantes ayurvédiques fonctionnent très bien, mais voilà, c'est mieux de prendre en compte, on va dire, la globalité du problème. Pour des problèmes de foie, aux extrémités, oui. Donc, est-ce que c'est alors soit c'est la maladie de Raynaud qui peut provoquer ce problème de foie. En tous les cas, c'est lié à la circulation du sang. Donc, on est sur un problème a fortiori de pitta. Donc, du coup, il y a différents moyens. Oui, effectivement, je parlais tout à l'heure du feu digestif, ça va diminuer les problèmes de circulation. Donc, quand on ramène un bon feu digestif, on va diminuer ce problème d'extrémité. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est la brosse sèche pour le corps qu'on fait tous les jours, en fait, qui va vraiment relancer à la fois la lymphe, mais aussi la circulation du sang. On va travailler aussi sur les émotions, pareil, hein, sur le pitta. Donc voilà, essayer de travailler sur les colères éventuelles. Par exemple, enfin c'est beaucoup plus complet que ça. Ça peut être beaucoup plus complet, mais ça peut être des petites pistes. Et puis je parlais des épices aussi, très intéressantes puisque on doit ramener de la chaleur, donc booster le corps. Donc là, c'est plutôt des épices pimentées, enfin des épices fortes qu'on va mettre pour les problèmes d'extrémité et de circulation, donc comme le piment, le poivre, la noix de muscade, qui sont des épices plus fortes. Les épices douces, ça va être plutôt le cumin, le fenouil, voilà, par exemple. Hein. Est-ce que la prise du triphala est tridoshique? Alors oui, le triphala est tridoshique. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le triphala. Donc, le triphala, en fait, Je, c'est une plante je ayurvédique. vois qu'il y a Tu des connais? personnes, non pas du tout. Je vois qu'il y a je vois avec des personnes qui sont déjà plus ou moins au courant de ce qu'est l'Ayurveda. Donc, Oui, il y a des tout à mots fait. qui sont C'est génial, ouais. Oui, oui, le oui. commun Les des gens, on voit mortels qu'il y a ne vraiment connaissent un pas. intérêt, c'est super. Le Ouais. triphala, il est intéressant parce que c'est une des rares plantes qu'on peut quasiment prendre à longueur d'année. Elle n'a pas d'incidence, voilà, sur d'autres prises de médicaments. C'est vrai qu'avec d'autres plantes, il y a des plantes indiennes qui sont assez fortes et qu'on va pas recommander avec d'autres traitements, notamment allopathiques. Mais le triphala, il est très intéressant parce que c'est pas un laxatif, parce que parfois des personnes pensent que c'est un laxatif, c'est un détoxifiant du système digestif.
Donc, il va vraiment nettoyer le système digestif. Et voilà, c'est très, très bon. Et en plus, le triphala contient aussi du fer parce qu'en fait, triphala, c'est 3 plantes. Il contient la malaki, l'aritaki, bibitaki, qui sont 3 plantes indiennes et chacune a des propriétés. Et par exemple, la malaki, c'est très bon pour l'anémie. Donc, le triphala, en plus, c'est énergisant. Alors, que pensez-vous du tulsi au quotidien? Alors, c'est difficile, hein, je disais juste avant, de donner un avis sur des plantes comme ça, parce que là, je ne sais pas pourquoi, en fait, on prend le tulsi. Le tulsi, c'est une plante aussi, comme d'autres, qui est très intéressante. Mais voilà, là, je ne sais pas dans quelle utilisation. Donc, encore une fois, penser globalité du problème et pas uniquement la plante, parce que là, on est dans un mode de raisonnement allopathique. J'ai un symptôme, je prends une plante. Que pensez-vous des huiles essentielles? Les utilise-t-on en Ayurveda? Oui, bien sûr, on utilise énormément les huiles essentielles en Ayurveda. Moi, je les utilise constamment. Donc, voilà, chacune, elles ont aussi des particularités. Il y a des huiles essentielles qui sont bonnes par dosha, enfin, qui sont appropriées à chaque dosha aussi, plus appropriées. Donc voilà, c'est vraiment et moi je crois aussi les huiles essentielles, elles ont un effet au niveau subtil qui peut être très intéressant, au niveau émotionnel aussi. Donc voilà, après il faut prendre des bonnes huiles essentielles, mais c'est vraiment très très puissant aussi. Je parlais du Nîmes pour la circulation sanguine. D'accord. Donc, on parlait des problèmes de peau tout à l'heure. Donc, et donc, le Nîmes, c'est pour la circulation du sang. Quand on a, alors, je parlais du Nîmes pour la circulation du sang, détoxifier les organes. Effectivement, c'est un détoxifiant. Et pour le sucre, quand on a du mal à ne pas en manger. Alors, le Nîmes, c'est pas la plante qui va le plus limiter les envies de sucre, hein. Il y a d'autres plantes plus efficaces. Par exemple, le tricatou, qui est une plante en fait qui contient du poivre. Je disais tout à l'heure, en fait, pour kapha, donc l'envie de sucre, c'est lié au dosha kapha, hein. Donc, kapha a besoin de ce qui est expectorant, puisqu'il est dans la rétention. Donc, on va privilégier tout ce qui assèche. Comme c'est un dosha qui est très humide, on va privilégier l'assèchement. Et le tricatou contient du pipali, qui est un poivre long, qui est différent de notre poivre européen. Et donc, voilà, ça va plutôt aider le tricatou à limiter les envies de sucre. Mais moi, ce que je conseille, vous pouvez prendre le tricatou en gélule, mais moi, ce que je conseille plutôt pour les envies de sucre, c'est de prendre avant le repas un verre d'eau chaude avec du gingembre. Vous mettez un morceau de rhizome, de gingembre. Ça va plus limiter les envies de sucre. Et il y a aussi une dernière plante qui est recommandée, qui est vraiment très spécifique pour les envies de sucre, c'est le garcinia. C'est une plante qu'on trouve en Asie et aussi en Inde. Et le garcinia a un goût amer, astringent. Tout ce qui est amer, astringent limite les envies de sucre. Et donc, ça, c'est pas mal, ça marche bien. Et je sais que les personnes qui prennent ça, c'est vraiment intéressant. Que pouvez-vous dire de l'asthme? Alors, l'asthme, ça fait partie des maladies qu'on a citées au tout départ. Je ne sais pas si je l'ai cité d'ailleurs, mais ça fait partie des maladies de kapha. Donc, l'asthme, les allergies, ce sont des maladies du dosha kapha. Donc, forcément, le fait de diminuer le dosha kapha va diminuer l'asthme et les allergies. L'alimentation est hyper importante dans la régularisation de l'asthme et des allergies. Faites attention quand vous avez de l'asthme. Les personnes me disent oui, c'est le pollen, c'est l'extérieur. En fait, l'Ayurveda considère que l'extérieur n'a rien à voir. C'est parce que vous n'avez pas suffisamment d'immunité, une immunité qui n'est pas assez forte, que vous avez de l'asthme. Si votre immunité est forte, vous n'en développez pas. C'est pas les critères extérieurs qui vont favoriser l'asthme en fait. C'est parce que y a un souci
au niveau du dosha kapha qui est déséquilibré. Donc, il va falloir revoir l'alimentation. Donc, moi, je vous conseille de effectivement revoir toute l'alimentation et faites attention quand vous avez une crise d'asthme à ce que vous avez mangé la veille. Ça se fait pas dans l'heure immédiatement, mais faites attention à ce que vous avez mangé les jours précédents. À partir du moment où vous allez réintégrer une alimentation sattvique, une alimentation pure, ça va énormément jouer. Pas que, il y a d'autres paramètres à prendre en compte dans cette maladie-là, mais l'alimentation joue énormément. Les produits laitiers sont-ils conseillés? Pas vraiment. En fait, les produits laitiers sont très acides et donc on doit vraiment manger très peu. Le dosha qui va le plus subir enfin, il y a 2 doshas qui vont vraiment être impactés par les produits laitiers, c'est Pitta et Kapha. Kapha parce que c'est le dosha de la rétention et que donc il a du mal à détoxifier et donc du coup, comme c'est hyper acidifiant, c'est toxique pour lui. Et Pitta parce que le produit laitier étant hyper acide, il va provoquer pour le Pitta des problèmes de circulation de sang, des problèmes inflammatoires. C'est pour ça qu'on va vraiment le limiter. Le seul dosha qui peut en manger un peu plus, c'est le dosha Vata. Les personnes qui ont beaucoup de Vata dans leur constitution peuvent en manger davantage. Alors, comment soigner la NASH? Alors là, il faut m'éclairer parce que je suis désolée. C'est un acronyme. Ouais, NASH, je ne sais pas ce que c'est non plus. Ouais, je suppose que c'est une maladie, mais j'avoue, je suppose. Alors, il y a Mike qui a précisé, la NASH, c'est la maladie du foie gras. D'accord. Voilà. C'est au niveau du foie. Alors, tout ce qui est lié au foie, du coup, alors, il faudrait que je vois dans le détail parce que c'est la maladie du foie gras. Donc, il y a 2 doshas qui sont déséquilibrés. Il y a le dosha Pitta et le dosha Kapha. Donc, mais il faut, voilà, là, il faut aller plus loin dans l'auscultation. Mais globalement, il va falloir rééquilibrer ces 2 doshas-là, hein, le dosha Pitta et Kapha. Alors, je me permets de revenir sur vos explications concernant l'asthme. Quels aliments sont particulièrement à éviter? Alors, pour l'asthme, en fait, ce que j'ai dit par rapport à… Préconiser aussi, au contraire, elle a dit. Donc, à éviter. préconiser. Préconiser, c'est tous les aliments sattviques, c'est-à-dire tous les aliments bio qui sont alcalins, qui sont non acidifiants pour le corps. Les produits, les aliments qui sont acidifiants pour le corps, ça va être les produits laitiers, la viande, tous ces aliments-là, ils sont à éviter quand on a de l'asthme. Et on va plutôt les produits industriels, évidemment, c'est acidifiant, et on va plutôt privilégier les aliments doux, les aliments sattviques, donc les aliments purs, comme les céréales, comme les légumineuses, les fruits, les légumes bio, qu'il faut intégrer vraiment principalement et pour l'asthme, vraiment éviter tout ce qui est plat préparé. Bon, il y a beaucoup de… Tu vois, c'est très clair. Hein. C'était super ta conférence, c'est hyper clair. Il y a Philippe qui demande s'il y a un livre pour apprendre les doshas. Peut-être le premier atelier, ce serait sur les doshas Oui, le premier atelier, on va détailler tous les doshas, la psychologie des doshas et apprendre à reconnaître ces doshas. Ouais, super. Il y a merci Shenandoah. C'est tellement clair que ça m'a donné envie de m'inscrire au premier atelier. C'est vrai que c'est très clair, c'était super. Alors. Juste la NASH est due à la malbouffe. Oui, c'est ce que je disais hein, pour les 2 doshas déséquilibrés. Le foie, c'est l'organe de Pitta, donc c'est un excès de kapha dans le site de localisation de Pitta. Donc c'est un dérèglement de Pitta et de kapha. Mais Mike n'est pas d'accord avec ça. Valérie, ce n'est pas de la malbouffe. Ça peut venir d'autres choses aussi. Hein, Il n'y a pas que ça, effectivement. Les problèmes de foie sont pas uniquement liés à la malbouffe. Hein, ça,
il y a plein d'autres critères qui interviennent. Il y a aussi des critères émotionnels qui peuvent intervenir. Donc, c'est bien plus que ça. Et moi, j'ai appris en tout cas que pour avoir de la satiété, c'est pas par la quantité, c'est avoir les 6 goûts, les 6, Tout à c'est fait. ça. Parce qu'on pense toujours que C'est la ça. satiété vient de la quantité, c'est-à-dire il faut manger beaucoup pour avoir la satiété, mais non, en fait, c'est les 6 goûts. Ça vient C'est des 6 vraiment goûts. très, très intéressant, vraiment, super. Je vous invite vraiment, au moins prenez le premier atelier, c'est comme c'est où on explique, où tu vas expliquer ce que sont les doshas. C'est déjà un premier super grand pas, je pense, de savoir à quel dosha j'allais dire, on appartient. Comment on pourrait dire ça? C'est Oui, catégorisé en fait. quelle est sa constitution en fait? Voilà, c'est ça, c'est une constitution. Il faut que j'apprenne à parler Ayurveda. Donc, ouais, non, déjà pour démarrer, connaître sa constitution et puis après, bah, le reste, l'alimentation. Tu vas parler aussi de psychologie, etc. Ça va être trois ateliers en fait progressifs en fait. C'est ça. Je pense que j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une évolution dans l'apprentissage pour qu'ils soient à la fois chacun très différents mais complémentaires et que ça monte un peu crescendo. Ah ben c'est super, super. Ok. Alors, il y a encore des questions. Laurent, pouvez-vous parler du diabète de type 2 oui, qui n'est pas celui qui est insulinodépendant. Alors, le diabète, ça fait partie des maladies qui peuvent être traitées par l'Ayurveda. Donc, c'est une maladie complexe en fait, parce il y a différents types de doshas qui sont impliqués, et notamment le dosha Pitta et le dosha Kapha. Mais après, en fait, de la même façon, on va essayer par l'Ayurveda c'est impératif de revoir l'alimentation dans le cadre de diabète de type 2. Quand on est sur le diabète de la femme enceinte, enfin en tout cas gestationnel, le diabète gestationnel, là on va plutôt effectivement, on est encore sur un périmètre qui est différent et une façon de le traiter différent. Mais c'est vrai que pour traiter le diabète, on a aussi besoin de voir vraiment les doshas qui sont en déséquilibre sur le pouls. Alors ça se traite par l'Ayurveda. Bon, évidemment, le diabète de type 1, on sait qu'il ne se traite pas. Celui de type 2, il se traite, mais il passe beaucoup par l'hygiène de vie. Ça demande pas mal d'efforts, mais ça vaut le coup en tout cas. Voilà. Merci. Après, c'est un peu complexe de rentrer dans le détail de chaque maladie. Enfin, voilà, j'essaye comme ça, mais c'est intéressant de connaître le dosha qui est déséquilibré, mais c'est vrai que c'est encore plus intéressant de voir le mode de vie de la personne pour pouvoir le rééquilibrer, et c'est plutôt comme ça qu'on va essayer de le faire. Mais je dirais aussi même que l'Ayurveda, c'est pas fait seulement pour les personnes qui ont déjà une maladie. C'est déjà une prévention aussi, au contraire. Au contraire, c'est une pratique qu'on devrait donc prendre tous les jours, faire tous les jours pour justement éviter la maladie. Et j'ai vu dans la présentation de ta conférence, c'est que justement, on peut aussi même enfin, tu as parlé de niveau de maladie, 1, 2, etc. Oui. On peut freiner la maladie, en fait, aussi. Même si on est déjà malade, on peut la ralentir. On peut ralentir la maladie et empêcher que ça évolue vers quelque chose de plus grave. Donc, mais c'est complètement ça c'est complètement ça l'objectif. Ce qui se passe, c'est que en fait, dans notre culture, en fait, la prévention ne fait pas partie de notre mode de vie parce que en fait, on ne voit pas de résultats. Donc à partir du moment où dans notre culture, on voit pas de résultats, ça n'existe pas. Sauf que à partir du moment où, quand vous pratiquez l'Ayurveda, vous n'avez plus de rhume, vous n'avez plus de gastro, vous n'avez plus d'angine, vous n'avez plus tous ces symptômes, par exemple, de petites maladies hivernales et tout ça. Là, vous savez à ce moment-là que vous avez une bonne immunité. Et donc, vous voyez déjà,
cette petite différence. Moi, en le pratiquant déjà dès le départ, j'ai déjà vu, bah tiens, j'ai plus ça, j'ai plus d'angine, j'ai plus de rhume, j'ai plus. C'est des petites choses. Mais par exemple, la gastro, je parlais tout à l'heure des critères externes. Les gens disent la gastroentérite, oui, mais c'est parce que c'est un virus, c'est extérieur. En fait, non, toujours pareil. C'est une mauvaise immunité, tout comme un rhume, qui fait que vous attrapez cette bactérie. Si vous êtes en relation avec des gens qui sont enrhumés et que vous avez une bonne immunité, parce que vous pratiquez de la prévention, vous ne l'attrapez pas. Donc c'est cette logique-là en fait qu'il Absolument. faut comprendre. Mais je suis d'accord avec toi parce que, par exemple, si c'était vraiment, si ça venait vraiment de l'extérieur, tout le monde, tous ceux qui seraient en contact avec un virus, par exemple, auraient un rhume, donc le monde entier Déjà, serait enrhumé, quoi. Or, il y déjà. a des personnes qui sont enrhumées. Pourquoi d'autres sont-ils plus résistants donc à des maladies ou des petites maladies qui arrivent comme ça l'hiver? Il y a des personnes qui ne tombent jamais, qui sont jamais enrhumées, qui ne Exactement. toussent pas. Et pourquoi d'autres attrapent ces maladies-là, quoi? C'est que voilà, c'est que ça vient pas de Voilà, l'extérieur, c'est que c'est vraiment soi-même. Ça vient de nous, quoi. c'est Hein? c'est exactement Mm. ça. Donc c'est toutes ces petits. C'est pour ça que la prévention est si intéressante parce que vous pourrez vous dire bon voilà oui mais bon comment je saurai? Vous le verrez en fait. Vous verrez que vous ne tomberez plus malade. Vous verrez que vous aurez plus d'énergie. Ça vous le sentirez. Moi, je remercie Manuel qui dit dans vos explications, je retrouve plusieurs symptômes chez moi qui étaient Ah, inexplicables jusqu'à aujourd'hui, malgré plusieurs ah c'est tentatives de super. guérison. Merci. Je m'inscris aux ateliers avec plaisir. Eh bien, merci Manuel. Merci beaucoup. Bien. Merci à toi. Voilà, tout le monde dit que c'est très Merci. clair. Hein. Marie dit merci, très Ouais. clair et intéressant. Chacun est différent, c'est vrai. En fait, c'est pour ça que je disais ce qui convient à une personne ne convient pas à une autre et que moi j'intègre tout ce qui peut être intéressant pour la santé, y compris les huiles essentielles et ça fait partie de l'Ayurveda, mais je veux dire y compris d'autres techniques de développement personnel qui sont tout ce qui peut faire du bien à votre mental, qui peut venir appuyer l'état d'esprit, un bon état d'esprit, la spiritualité ça vient forcément accompagner la santé, ça vient forcément accompagner l'émotionnel. Donc, et à chacun de trouver ce qui lui convient en fait. Et c'est le sujet du troisième atelier, je crois, non? Est-ce que tu en parleras aussi un peu de la psychologie Non, c'est dans le premier, C'est dans le premier. avec les D'accord. doshas. Ok, avec les Le doshas. troisième, on est vraiment plus sur l'hygiène de vie, D'accord. sur adopter des bonnes habitudes et comment par rapport à nos doshas ce qui convient. On va aller plus dans la saisonnalité en fait. Ok. De toute façon, Ouais. tout est dans le dans les infos sont dans la page que vous pouvez trouver en cliquant sur le petit bouton vert et que vous C'est ça. trouverez aussi lorsque vous aurez le replay que vous trouverez en dessous de la vidéo de replay. Voilà, voilà. Donc, merci beaucoup de votre présence. S'il n'y Oui, a pas de merci. questions, Merci eh à tout le monde. ben, on va arrêter là On cette se dit à belle bientôt. conférence. Ben oui. Si vous avez... Merci tout le monde. Ça ouais. m'a fait très plaisir d'être là. Ben, nous, on a eu Vraiment beaucoup de très plaisir plaisir. à t'écouter, en tout cas, hein, vraiment. C'était Bon, tant super, mieux. hein, vraiment. Merci beaucoup pour Mmh. toutes ces bonnes Merci. explications, de nous avoir fait découvrir ce qu'est l'Ayurveda et de nous faire découvrir encore plus avec les Encore, voilà, ateliers. il y a encore Ouais, plein de plein de choses. choses. Il y a Ouais, encore plein de choses à voir. super. Oui. Bien, et ben, il n'y a plus qu'à souhaiter une très bonne fin de soirée à tout le monde et une bonne nuit aussi pour ceux qui vont dormir tout de suite. Merci, merci à vous tous, merci de Merci votre à tout le monde. présence et à très Merci à vous. bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.